Et moi, c'est ça que je recherche en priorité dans les livres que je lis. C'est vraiment l'univers des auteurs, enfin des univers qui font un peu concurrence à l'univers dans lequel je vis et que j'ai de plus en plus de mal à vivre. La première fois que j'ai rencontré Jérémy Fell, je me fermais à moitié les yeux devant les pages sanglantes d'Elena, son deuxième roman chez Rivage, et je vérifiais que toutes les fenêtres étaient bien fermées pour ne pas laisser entrer les monstres. Depuis, dans ces livres, j'ai compris que souvent les monstres venaient de l'intérieur. Mais il existe un moyen pour les faire taire, les mettre dans les livres. Le dernier roman de Jérémy, malgré toute ma rage, toujours chez Rivage, est peut-être le dernier tombeau où reposent les angoisses et les peurs, toute cette part d'ombre qui nous constitue mais qui n'est pas nous. Dans son appartement lumineux, sous les toits baignés de soleil, nous avons laissé les livres offrir leur part de lumière. Les livres, comme des amis, des refuges à la noirceur du monde. Les livres et toutes les images qui s'inventent dans nos têtes. Un livre en main, un autre dans la tête, les yeux grands ouverts sur toutes les couleurs de la journée, sur tout ce que la littérature peut nous apporter. Un autre possible, d'hier jusqu'à demain. Pour ce nouvel épisode de notre podcast « Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains » et malgré toute la rage du monde autour de nous, j'ai partagé un matin d'hiver avec Jérémy Fell. Ok, salut. Tu pouvais pas habiter plus haut. Non, c'est désolé. C'est vrai que dans le message, j'ai pas dit sans ascenseur. Non, mais ça va, c'est juste que j'ai un âge. Bon, oui, bah. C'est compliqué. Je le suis avec plaisir. Ah, ouais, alors, c'est le bordel. Donc là, voilà, c'est t'as la plusieurs chambre. enfilades de. Ouais. Ta chambre, il y a des bouquins partout, c'est cool, on va en parler. Un petit bout de voix. C'est trop bien. Et là, t'as une vue, je peux regarder. Ah ouais, tu te mets là pour bouquiner et tout, c'est super. Voilà. Tu sais que je lis tes livres, bien évidemment. Je me suis demandé si chez toi c'était comme dans le bureau de Maxime Chatham. Tu sais s'il y avait Pas du tout. tous les non, c'est Ah, mais c'est très presque décevant. Hein, c'est. Ouais. C'est non, les gens se font des idées. Il y a rien qui fait peur. Ah, le bureau de Maxime Chatham, moi je sais pas si c'est. Non, il y a rien qui fait peur. À part mon chat qui fait peur à certains parce qu'il est. Mais parce aux enfants surtout, il en impose. Sinon j'ai rien de terrifiant. Alors je le cache, non, j'ai tu une le mets cave. dans tes livres. Voilà, je le mets dans mes livres. Mais alors j'ai des livres partout. Dans les placards. Ouais. À l'intérieur du placard aussi. Dans le placard, il y a plein de livres. Dans mon petit boudoir, t'as pas vu, mais derrière, c'est là où il y a le plus de livres. Enfin, et encore, j'en ai donné des centaines. C'est ok pour toi, c'est parti. Ouais. Génial. Alors, la première question toute simple, Jérémy, où sommes-nous et pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? Donc nous sommes chez moi, dans mon appartement qui est situé dans le sud du 11e arrondissement. Je vis depuis 2 ans, donc c'est un petit appartement super joli, sous les toits, entouré de livres. Voilà, je me suis dit que c'était bien de se rencontrer dans l'endroit où j'écris déjà, parce que j'écris quasiment que chez moi, et dans l'endroit où il y a tous mes livres pour pouvoir parler, de tes si livres. on veut, des livres que vous voyez autour de moi. T'as besoin d'être dans un endroit particulier, dans des conditions spécifiques pour lire ? Alors non, parce que je lis peut-être principalement dans le métro, enfin je lis chez moi, plutôt le soir. Et sinon, quand je prends le métro, quand je vais bosser ou tout ça, enfin parce que je suis journaliste à côté, j'ai toujours un livre sur moi. Ça dépend du bruit, parce que quand j'entends quelqu'un parler de fort qui raconte sa vie à côté de moi, j'ai du mal à me concentrer sur mon livre et je ne pense qu'à la personne qui est en train de parler. Voilà, c'est un peu problématique, mais je me suis acheté un espèce de casque. Une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu arriverais à définir ce que ça te fait de lire ? Quel genre de lecteur tu penses être ? Je sens que il y a quelque chose dans la lecture. Alors, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile de se concentrer en ce moment. Enfin, moi qui suis quand même pas, je suis tellement absorbé par l'image. Je vois ce qui se passe pour les gamins qui passent leur vie sur TikTok. En fait, c'est que notre capacité de concentration même moi, qui est pas du tout vécu avec ça, j'ai pas l'âge d'avoir découvert TikTok à l'adolescence, évidemment, ni même quand j'étais jeune adulte, ni même après. J'ai du mal à me concentrer dans un livre, mais quand je suis dans le livre, ça me permet d'avoir la lecture m'amène à une espèce de calme. Moi, quand je lis des études qui disent que ça calme l'angoisse, la lecture, c'est vrai que même des livres, forcément, qui peuvent être angoissants en soi, ça m'apporte un bien-être quand même de lire, de me mettre dans un temps qui n'est plus le temps court, le temps comme ça, des réseaux sociaux. C'est-à-dire de réussir à te concentrer, de rentrer dans le livre, ça apaise ton état intérieur. Voilà, oui, c'est ça. Et puis de me mettre dans le mouvement, enfin de me caler dans le mouvement du livre, du moment de la lecture, et je crois que j'aime lire pour ressentir des émotions, quoi. C'est enfin des espèces de que je ne ressens pas, enfin que je ressens dans le cinéma aussi, mais moi le premier livre vraiment qui m'a donné le plaisir à la lecture, c'était Le Parfum de Susskind. J'avais 18 ans. Avant, je lisais pas beaucoup de romans, et je lisais d'autres choses, mais pas des romans. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le plaisir de la lecture, quoi, de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ça que je recherche en priorité dans les livres que je lis. C'est vraiment l'univers des auteurs, enfin des univers
qui font un peu concurrence à l'univers dans lequel je vis et que j'ai de plus en plus de mal à vivre. Et c'est ce livre-là qui, pour la première fois, t'a fait vraiment ressentir... Qui m'a fait sentir qu'on pouvait prendre beaucoup de plaisir à lire un livre et qu'on ressentait des émotions physiques. Okay. Et je l'avais lu parce que j'étais très cinéphile à l'époque et parce que Kubrick devait adapter Le Parfum, finalement il l'avait pas fait. Et donc je me suis dit, je vais lire le livre pour imaginer le film que ça aurait pu être. Et évidemment, j'ai pas eu besoin d'imaginer le film puisque je me suis rendu compte, en tant que cinéphile, que les livres pouvaient être encore plus riches en sensations et on pouvait se créer des images encore plus fortes, évidemment, qu'au cinéma. Et moi, comme ce que j'aime, c'est créer des images et voir des images. Je me suis rendu compte que le film n'aurait pas pu être aussi fort, même si c'était Kubrick qui l'avait réalisé, que le livre que je lisais. Puis que j'ai commencé à lire, c'est quasiment une béquille, quoi. Il y a quelque chose où j'ai toujours besoin d'avoir un livre près de moi. De toute façon, ça se voit. Mais j'ai toujours besoin d'avoir un livre près de moi et de pouvoir même plonger 10 minutes, 20 minutes dans un livre pour un peu me déconnecter. Mais c'est pas que pour me déconnecter de la réalité. Parce qu'on se déconnecte pas forcément de la réalité en lisant. On la voit sous un autre jour et ça accompagne aussi. En ce moment, j'alterne classique. Alors là, j'ai une passion pour le Paris du Second Empire et le Paris en littérature du 19e siècle. Donc je lis beaucoup de classiques français. Je relis tout Zola. Là, je suis en train de lire un Zola que j'adore, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans. C'est quand j'ai lu La Bête humaine. Okay. En fait, je me suis rendu compte que Zola n'était pas du tout l'image. J'avais du mal avec les classiques français. Voilà, Balzac, Zola, Flaubert. En tant que Normand Flaubert, en passant, voilà, j'en pouvais plus. et donc, j'ai fait une impasse là-dessus et je me suis dit, c'est quand même dommage. Moi, je lis beaucoup de classiques anglais. Donc, Zola, j'avais une image de lui qui n'est pas du tout celle. C'est pas du tout le romancier que je lis actuellement, qui est pour moi le romancier qui a le pouvoir d'incarnation. Enfin, je connais très peu de romanciers qui ont un pouvoir d'incarnation aussi fort que Zola. Et puis la poésie de sa langue, la façon dont il nous plonge dans un univers olfactif par les sens, par le son, par l'image, par le goût, par l'odeur. Enfin, c'est incroyable la façon qu'il a de décrire les choses. Et j'ai lu La Bête humaine parce que j'ai un ami qui me l'a conseillé et parce que c'est des thèmes. Enfin, il joue avec les thèmes qui m'obsèdent et qui sont mes thèmes à moi quand j'écris. Donc, j'avais jamais trouvé dans un classique français un auteur qui travaillait à ce point les thèmes, moi, qui me passionnent et que j'essaie de travailler dans mes propres textes. La Bête humaine, c'est quand même des personnages qui sont confrontés à leur part sombre, à leur pulsion de mort, à leur pulsion de crime. Mais c'est un livre incroyable. En plus, ça se passe entre Paris et Le Havre, donc ils sont de mes deux villes. Moi, je suis Havrais. Ça se passe sur cette ligne de train entre Paris et Le Havre, parce qu'un des personnages est mécano sur une locomotive. Et il va être témoin d'un meurtre. Tu me parlais de ton enfance-adolescence. Comment le goût de lire est arrivé chez toi? Est-ce qu'il y avait des livres chez toi? Est-ce que c'est l'école? Comment est-ce que tu as commencé à lire? Est-ce que tu te rappelles des premiers livres avant Le Parfum qui t'ont donné envie de continuer à lire? Alors, j'ai toujours adoré les contes et légendes. On t'en racontait? Ta mère, par exemple, te racontait des histoires? Ou c'était pas quelque chose qui faisait partie? Non, c'est quelque chose que moi, je pense, j'ai toujours été autodidacte là-dessus. C'est vrai que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a offert des livres au départ, mais j'ai lu, quand j'étais petit, évidemment, je me rappelle avoir lu les Tommy Ungerer, des Walt Disney. J'avais tous les Disney en livre. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Déjà, à l'époque, j'étais absolument fasciné par les méchants. Bah, il y avait les méchants qui me fascinaient dans les Disney. C'est les plus intéressants, les méchants dans les Disney. Ce que je raconte généralement dans les films, dans les Disney, où c'est toujours les méchants, les maîtres de l'univers, j'aimais que les méchants. Mon père, je me rappelle que mon père m'offrait des méchants et ma mère m'offrait des gentils. Et je jouais qu'avec les méchants. Et après, je me suis intéressé à la mythologie grecque en général. J'adorais les livres sur les animaux aussi. Je lisais beaucoup de livres sur les requins, sur les rapaces. Les requins et les rapaces, hein, vous voyez, comme quoi c'est pas sur les chèvres ou les brebis ou sur les prédateurs, les aigles. Ceux qu'on considère comme méchants, même s'il n'y a pas de méchants. C'est fou ça, tu vois, je me suis pas rendu compte de ça, mais même les animaux, les BD, je lisais un peu de BD. C'est mon oncle qui m'a initié un peu à Bilal, tout ça quand j'étais adolescent. Ouais. Je lisais, mais j'avais toujours un livre sur moi. Je sais qu'à l'école, je lisais des livres de contes et légendes, des livres, dans la cour de récréation, quoi. Okay. Voilà. Ma tante m'avait offert le Seigneur des Anneaux que j'avais pas voulu lire parce que je m'emmerde. Enfin, je disais, je comprenais pas le plaisir s'il y avait pas d'image, s'il y avait que du texte. C'est quand même fou. Déjà besoin de créer des images, quoi. T'avais besoin déjà d'avoir... Ouais. Et donc, j'avais peut-être du mal à le faire Enfin, j'imaginais pas qu'on pouvait le faire en lisant un livre. Et du coup, voilà, j'en retrouve quelques-uns en occasion. Et puis, alors, je les ouvre, je connais tout par cœur. Enfin, c'est un truc quand même... Tu te rappelles des moments où tu les lisais? Des moments où je les lisais, des sensations que je ressentais en les lisant. Je lisais beaucoup de livres sur les volcans aussi, sur les... Voilà. Quelque chose qui... Encore quelque chose de dangereux. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est marrant. Et donc, le goût des romans, c'est arrivé plus tard, tu disais. C'est arrivé plus tard, ouais. C'est vraiment arrivé quand j'ai lu Le Parfum de Suskind.
Et après, je me suis dit, ok, eh ben, il faut un autre livre, et je crois que celui d'après, c'était L'attrape-cœur de Salinger. Après, j'ai lu Crime et châtiment de Dostoïevski. Voilà, je me suis dit, bon, bah, maintenant, tu t'es tout fait, quoi. bah, je dis, il faut que je rattrape le retard, je vais lire des grands classiques. En plus, j'avais eu un coup de cœur avec Gogol au lycée, et donc, Gogol, je me suis dit, bah, je vais lire Dostoïevski, parce que c'était les nouvelles, le nez. Le ouais, nez, donc c'est les nouvelles. Je pense qu'on a dû passer le bac avec le nez. Ouais, c'était le nez de... en 98, 99? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai lu Dostoïevski à ce moment-là, Céline, voilà, Burroughs. Comment t'allais d'un livre à l'autre? J'étais assez lecteur des Inrecuptibles. Ok. Mais les Inrecuptibles aussi, en littérature contemporaine, me donnaient des envies. Voilà, j'ai découvert Dantec, tout ça grâce à eux. Et j'ai suivi leur coup jusqu'à assez récemment d'ailleurs. Après, j'ai commencé à lire James Ellroy, qui était mon premier grand choc en littérature contemporaine. Voilà, James Ellroy parce que j'avais lu un article dans les Arocs qui comparait Dostoïevski, et donc je me dis attends, je vais le lire. En plus, j'adore le polar, donc super. Donc j'ai lu La Liane Noire, et c'est mon premier grand choc. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir lui dire de vive voix quand je l'ai croisé. Ouais, je l'ai rencontré. C'est quand même le mec qui m'a... Enfin, c'est une des plus grands chocs que je me rappelle. Le Grand Nulle Part, par exemple, en le lisant. Je savais pas que je deviendrais auteur moi aussi, mais en lisant, je me suis dit, mais mon Dieu, mais j'aurais pu me dire, c'est ça que je veux faire. C'est cette espèce d'univers qu'on peut créer que par la littérature. On peut pas faire des films. Et les confidential, les films adaptés d'Ellroy, c'est tellement moins fort, même si c'est De Palma que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Voilà, et donc quand j'ai lu Le Grand Nulle Part ou La Liane Noire, tout ça, et donc ça a été des chocs, mais vraiment, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il est très très sympathique en privé, fait pas du tout le show comme il le fait à la télé ou dans les salons, donc on a commencé à discuter de façon très naturelle, donc moi j'ai lui placé évidemment que, j'avais lu La Liane Noire, et c'était mon premier grand choc après Dostoïevski, enfin, je veux dire... Incroyable de le dire comme ça en plus, mon premier choc après Dostoïevski. Très content. Et il m'a dit, Joyce Carol Oates dit que je suis du Dostoïevski moderne. Je dis, j'adore Joyce Carol Oates aussi, donc c'est super. Tu ne relis pas peu. Les livres de ton adolescence, par exemple, etc., tu les as pas relus adultes? Le Parfum, j'aimerais bien le relire. Tu l'as jamais lu? Tu l'as lu une fois? J'ai lu qu'une fois. Ouais. Mais j'ai des souvenirs tellement précis, mais je l'ai racheté, parce que je l'avais plus et je me dis, tiens, je vais le relire. Il y a peu de livres. Le Maître et Marguerite, je l'ai lu 3 fois. Bon, il y a des livres qui sont près de moi, Maupassant, Une vie, je sais que c'est un livre que je vais relire. Je relis très peu, mais par contre, il y a des livres que, oui, je sais que je vais relire, et il y a des livres dont je relis certains passages, comme ça, juste pour le plaisir. Ok. J'ai envie de relire L'éducation sentimentale, par exemple, mais vraiment dans ce sens-là, parce que c'est un livre où il n'y a pas forcément de sujet, c'est vraiment l'écriture qui... Alors que moi, dans un roman, ce qui m'intéresse, c'est l'atmosphère, c'est les personnages, c'est l'histoire. Enfin, c'est quelque chose de très romanesque. Voilà, l'écriture aussi, bien sûr. Mais il y a des livres, c'est vrai que je vais relire juste pour un passage de Marguerite Yourcenar. Puisqu'on commence à regarder tes livres, peut-être que tu pourrais me raconter comment est-ce que comment t'as organisé toutes ces bibliothèques, tous ces livres. Si c'est organisé. C'est pas organisé. Il y a quand même, il y a des choses quand même qui sont mises les unes à côté des autres. Donc alors par hasard. Salon, il y a plein de livres. Il y en a par ailleurs dans ta chambre. J'ai des amis qui organisent par lettre alphabétique. Moi, je trouve ça dingue, parce que je me dis, à chaque nouveau roman d'un auteur, il faut que vous décaliez tout. Donc c'est pas par ordre alphabétique. Ah, pas du tout. C'est pas par auteur non plus? Non. Si tu rachètes un nouveau, je sais pas, James Ellroy, tu vas pas le mettre avec tes autres James Ellroy. Non, moi j'aime bien ce côté un peu foutoir, mais je m'y retrouve aussi. Bon, là, il y a plutôt des livres que j'ai pas encore lus, que je vais lire. Enfin, si, il y a des livres que j'ai lus là-dedans, mais... Les piles qui sont posées là sur généralement, c'est des livres que j'ai achetés récemment, qui sont pas encore lus. Ouais, qui sont pas encore lus, pour la plupart. Et dans lesquels tu vas les piocher en fonction de ce que tu as envie de lire. C'est ça. Ok. Là, dans l'entrée, il y a tous mes livres sur cinéma. Quand même, d'accord. Voilà, avec mes DVD, avec mes Blu-ray. Toutes mes BD, livres d'art, sont rangés aussi séparément. Mais après... c'est peut-être une question de format aussi. Question de format. Là, il y a des poches ensemble, il y a des... Okay. C'est des livres que j'ai besoin d'avoir près de moi. Après, il y a tout ça. Il y a des livres que j'ai pas lus. Il y a des livres en anglais aussi, je vois. Il y a des livres en anglais. Alors, j'achète en anglais vraiment mes livres préférés. D'accord. J'ai besoin de les avoir en anglais pour pouvoir justement relire certains passages en anglais. Tu vois, par exemple, Les Odeurs le vent, Notre part de nuit, c'est des romans parmi mes préférés. La famille royale aussi. T'achètes d'occasion aussi? Jamais. Non. Alors moi, je suis très snob avec les livres, dans le sens où j'ai besoin d'être le premier à lire un livre, et il faut pas qu'il soit abîmé du tout. Par exemple, alors mon meilleur ami se fout de ma gueule parce qu'à chaque fois il arrive avec des livres dans son sac qui sont abîmés, il dit regarde le livre il est abîmé et tout. Moi, quand j'achète un livre, je regarde la pile, je vais prendre le moins abîmé, il faut pas qu'il soit abîmé, il faut qu'il soit neuf. C'est vrai que j'ai besoin d'être le premier, c'est idiot, et j'essaie de pas les abîmer. Donc c'est pour ça que je les prête pas.
Oui, parce que j'ai déjà prêté des livres. J'ai plusieurs questions. Est-ce que tu les prêtes? Moi, justement, Baptiste, je lui ai prêté un livre parce que je voulais absolument qu'il lise. J'espère qu'il va me rapporter pas. Donc Baptiste, c'est Baptiste Beaulieu. Oui. Ouais. Ton meilleur ami dont tu parlais juste avant. Okay. Et non, mais c'est un livre absolument. En plus, ça m'a pas inventé. Tu l'as prêté un livre qui ça s'appelle Le Changelin. Okay. Alors c'est chez ActuSF, c'est un auteur qui est assez incroyable. Et donc c'est un livre sur des parents qui leur enfant va disparaître et il y a toute une histoire de mythe nordique et tout. Et puis c'est vraiment un livre sur la parentalité. Donc je disais à Baptiste, tu vas le lire, ça va t'intéresser, je pense, par rapport à. Oui. Voilà. Et est-ce que donc le livre, il faut qu'il soit nickel, parfait quand tu le récupères. Mais est-ce que toi, après, quand tu le lis, est-ce que tu cornes, est-ce que tu écris dedans? Non, mais quelle horreur. Non. Mais les gens qui cornent. Les gens qui cornent leur page, lui le fait, les gens qui parlent leur page, déjà, je ne peux pas. Ah bon, pour moi, c'est comme égorger un chaton. Bah, j'essaie, là, je parlais. Maintenant, tu m'aurais dit avant, tu cornais tes pages, tu vois, je sais pas si je t'aurais accepté. Mon Dieu. Ah, les gens qui cornent ou qui stabilotent ou qui écrivent des trucs dans leur livre, moi, ça me dépasse. Tu peux pas faire ça. Ah, je pourrais pas. Si je le fais dans des essais, si t'as besoin de travailler un dessus, essai quand je travaille dessus. Alors, si t'as besoin ou si t'as envie de te souvenir d'un passage en particulier, mais moi, en fait, je sais ça parce que j'ai une maladie. C'est pas une maladie, mais je pense être atteint de ça. Mais alors, je sais pas si les gens qui voient les lettres en couleur. Oui. Voilà. Moi, j'ai ça. Synesthésie. Ouais. Je crois que c'est ça. Moi, je vois les jours de la semaine en couleur. Ouais. Et je sais que l'objet livre m'influence. Ça veut dire, par exemple, la couleur de la pochette du disque. La musique prend la même couleur dans ma tête. Il y a des choses comme ça, visuelles. Ouais. Voilà. Et les livres, si le livre est abîmé, j'ai l'impression que le texte l'est aussi. Enfin, il y a une espèce de... ça vient de là, je pense. Hein. J'imagine qu'il y a une espèce de déformation psychique qui fait que je suis très, très visuellement soumis à l'objet. Ouais. Non, mais toujours le visuel, on revient toujours à ça. Ah bah, le visuel est très, très important chez moi. Ouais. Et je m'en suis rendu compte récemment, en fait, que... Tout à l'heure, tu me disais que tu lis souvent plusieurs livres en même temps. Ouais. Ça peut t'arriver, en tout cas. Ouais. Là, en ce moment, qu'est-ce que tu lis? Alors, je suis en train de lire Nana de Zola. Ok. Je lis une biographie de David Lynch, une autobiographie, l'espace du rêve, parce que je suis encore en deuil de la mort de David Lynch. J'imagine. Et en fait, Tom Robbins, grand romancier américain déjanté, est mort il y a 2 jours. Et donc, je dis, je vais en lire un de lui pour le rendre hommage que j'ai pas lu. Donc, je commence chez Gallmeister Un parfum de Jitterberg. Et tu les choisis en fonction de quoi? Du coup, comment tu te dis que je vais passer de Nana à Tom Robbins ou à... c'est aux questions de l'envie. Qu'est-ce que j'ai envie de lire là? Tom Robbins, c'est parce que je me dis cet univers-là, j'ai envie de le retrouver parce que ça... Voilà, et donc ça dépend vraiment. Après, il y a tellement de livres que je veux lire. Je vais lire le McDowell, je veux le lire. Je veux lire Jenny Gland que j'ai toujours pas lu dans la forêt. Et je me dis tiens, celui-là, super, je vais lire ça. Et t'as le coffret avec ouais, j'ai le coffret, parce que j'en avais parlé à mon libraire. Et je pensais pas le prendre. Il me dit tiens, j'ai reçu le coffret. Je vais le prendre. Voilà. J'ai un super libraire. T'as une librairie un peu attitrée? Ouais, j'ai ma librairie. C'est laquelle? Page 189. Ok. Ouais, tu connais? Non, je la connais pas, mais je vais passer. C'est la. On pourrait y aller. Écoute, on pourrait passer. Avec plaisir. C'est une super librairie, vraiment. Il y a des auteurs où que j'attends vraiment avec en piaffant d'impatience. La littérature américaine reste ta littérature de cœur. Toujours, mais parce que c'est une littérature. Alors, même si j'ai une aviation de plus en plus profonde envers les États-Unis en ce moment, mais oui, on peut comprendre pourquoi. Mais malheureusement, ça reste quand même cette littérature que j'aime, inspirée des grands romanciers russes du 19e ou de la grande littérature française du 19e, du grand roman anglais du 19e. C'est cette littérature qui est avant tout une littérature pleine de personnages, de souffle, d'histoire, d'atmosphère, d'ambiance, et avec une ambition quand même que je retrouve très peu en littérature française. Voilà. J'ai une question hyper difficile, mais j'aime beaucoup la poser parce que ça permet d'avoir une photographie de toi, lecteur, à ce moment-là, du moment où on parle. Si tu devais me citer 3 livres qui seraient les livres les plus importants pour toi, ceux qui ont peut-être changé quelque chose dans ton regard de lecteur ou dont tu ne te séparerais jamais, aujourd'hui tu me parlerais de quel livre? Je crois qu'il y aurait Les Misérables. Ok, de Victor Hugo. Ouais. Que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, j'ai lu il y a 2 étés. D'accord. Et en le lisant, je me suis dit, ce livre m'accompagnera toute ma vie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire à ce moment-là Parce que pour moi, alors, j'avais fait une impasse sur Hugo, j'avais du mal avec Hugo, j'arrivais pas à le lire. Et en fait, L'homme qui rit, je me suis battu contre ce livre et je suis rentré dedans et maintenant ça reste un des livres, les plus formidables que j'ai lu, c'est un espèce de monstre absolu, c'était complètement fou. Et après je me dis j'ai lu Les Misérables parce que c'est quand même pour moi le grand classique français. Enfin, si on doit résumer la littérature française à un livre, l'esprit français à travers le monde, c'est Les Misérables. Il y a un côté, tous ces personnages qu'on connaît, mais seulement Les Misérables est tellement différent et tellement multiple et tellement... Moi j'ai pleuré plusieurs fois, c'est la première fois que je pleure très rarement
quand je lis un livre. Les livres qui font pleurer, généralement, c'est des livres qui touchent à des cordes sensibles sur des sujets. Là, c'était vraiment sur la beauté de la scène, l'humanité des scènes. Gavroche m'a fait pleurer, la mort d'Enjolras, le personnage d'Éponine. Et ce livre, pour moi, c'est le livre de l'île déserte, parce qu'il y a tout dans ce livre, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, moi, c'est un livre ami, voilà. Après, il y a les mémoires d'Adrien, de Yourcenar aussi, en me disant, ça, c'est un livre parce que c'est à la fois un roman historique, c'est un roman philosophique, c'est un roman poétique, c'est un roman d'amour, c'est un peu sublime, évidemment, littérairement parlant. Donc ça, évidemment, je le garderai. Crime et Châtiment, quand même, quand je l'ai lu, j'étais différent après. Enfin, c'est un livre, je sens que ça m'a changé physiologiquement. Il y a quelque chose comme ça. J'étais pas la même personne après. Enfin, il y avait quelque chose de. C'est les traversées, ces 3 livres que tu me cites là. Ouais, c'est les traversées. C'est plongé vraiment dans des écritures, des univers. Ouais. Après, il y a des romanciers plus contemporains. Clive Barker, qui est très méconnu et qui a écrit un roman qui s'appelle Imagica, qui est un livre fantastique, c'est absolument, enfin, dans le genre fantastique, mais qui est absolument fantastique en lui-même, qui est un peu, pour moi, le livre que j'aimerais écrire, quoi. Enfin, voilà, enfin, il y a plein. Hein. Tu finis toujours une lecture que tu commences ? Non. De moins en moins. Ok. Ça, alors, j'essaie de finir, mais ça m'est arrivé de mettre un... Alors, c'est pas que je le finis pas, c'est que je le mets en pause. Mm-hmm. Par exemple, là, il y a un livre... C'est idiot, hein. Je commence un livre alors que j'ai lu un roman de Gallmeister qui s'appelle La femme qui avait perdu son âme, et qui fait quasiment 1000 pages, qui est hyper complexe, et j'ai arrêté à 150 pages de la fin. Mais là, il y a une semaine, mais je vais reprendre. Mais là, j'ai juste besoin de lire autre chose et de revenir à cette dernière partie. Alors, je me dis, non, je vais le finir. En fait, je sais bien mes livres, donc je sais à peu près que le livre que je vais lire va me plaire. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que tu m'aurais pas invité si t'avais su que je cornais mes livres, mais est-ce que... Non, je plaisante. Est-ce que... déjà, est-ce que t'aimes parler de tes lectures ? Est-ce que t'aimes partager tes lectures avec tes amis ? Je le fais. C'est peut-être une des seules raisons sur laquelle j'ai sur les réseaux sociaux, c'est que je parle souvent de mes lectures et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ah, mais je suis vraiment tes conseils, je les lis. » Ça me permet de parler de choses... je parle beaucoup de livres, en fait. Et je suis très heureux quand des gens m'envoient un petit message, me dire « Ah, j'ai lu ce livre-là, j'ai adoré, t'en as parlé. » Voilà. Et inversement, si quelqu'un qui compte pour toi réfractaire à un livre qui toi t'a vraiment transporté, est-ce que c'est un sujet de... Ah je ne lui parle. Tu le boycottes. Non, moi j'aime bien conseiller des livres et j'aime bien que mes amis me conseillent des livres qui me connaissent et ils me disent ça tu devrais aimer. Si tu rencontrais le toi qui avait 15-16 ans, tu lui offrirais quoi comme livre aujourd'hui ? Alors 15-16 ans, justement je l'offre. Justement Clive Barker, je pense. Okay. Imagica, ouais. En espérant que ce gamin de 15-16 ans qui a du mal à lire soit embarqué dans cet univers complètement fou, ils se disent j'ai envie de faire pareil et que ça m'aurait permis peut-être de commencer à écrire plus tôt. Ok. On a abordé beaucoup de choses, je te remercie vraiment beaucoup, mais on va maintenant rentrer dans la dernière partie de cet entretien, notre passeport littéraire, une série de questions que tu as peut-être un peu préparées. Et la première d'entre elles, Jérémy, si tu étais un titre de livre ? Alors j'hésitais entre deux. Mais on va revenir à James Ellroy et je vais dire pardon moi. Voilà. C'est beau. Et pourquoi ça représente quelque chose parce que moi je pense, j'ai un libraire qui m'avait dit que je forçais le lecteur à se confronter à sa pardon moi. Et dans mes livres et j'aime beaucoup cette idée, mais je me confronte moi-même à ma pardon dans mes livres. Voilà. Et je pense que mes livres sont aussi ma pardon. Pas que, mais les gens qui me rencontrent. Je sais que les gens qui me rencontrent. En ayant lu mes livres ou pas, sont toujours très surpris de lire, soit de me le lire après m'avoir rencontré, soit de me rencontrer après m'avoir lu. Ils disent mais vous n'êtes pas du tout l'image du romancier psychopathe qu'on pourrait imaginer. Vous êtes très sympathique, très solaire. Je dis oui, mais je pense que cette pardon que j'ai, je la mets dans mes livres et donc du coup, je n'ai pas, elle ne m'envahit pas dans ma vie, même si je suis un très grand angoissé, même si je suis paranoïaque. J'ai beaucoup de peur et tout, mais voilà. Par curiosité, c'était quoi le titre avec lequel tu hésitais ? C'était L'Inconsolé. Oh. Voilà. C'est beau aussi. Ouais. Est-ce que tu aurais le souvenir d'un chagrin de lecture ? Tu peux entendre le mot chagrin dans le sens que tu veux. Où j'ai vraiment eu le cœur brisé. Par exemple, ouais. Ouais, c'était... C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Ouais. Alors, ça m'arrive très peu, de pleurer. Je crois que j'ai pleuré... à part les Misérables, mais oui. Mais c'est pas un chagrin c'est pas pareil, c'est vraiment une émotion très forte dans Les Misérables. Un roman qui s'appelle Deux garçons la mer de Jamie O'Neill Jamie O'Neill chez Phébus. D'accord. Qui est un roman sublime qui raconte l'histoire de deux adolescents à Dublin juste avant les Pâques sanglantes et qui décident de nager jusqu'à un promontoire pour y planter le drapeau irlandais alors qu'évidemment ils sont en guerre contre
entre l'Angleterre, et ces deux gamins qui vont tomber amoureux, mais qui n'arrivent pas à comprendre leurs sentiments. Et la fin de ce livre est... Alors, c'est un livre sublime, hein, c'est un livre qui est très influencé par James Joyce, mais dans son côté compréhensible. C'est un livre incroyable, et qui m'a fait pleurer à la fin. Sinon, là où j'ai le plus pleuré, c'est dans The Chair and Sand de Michael Cunningham, son deuxième roman, mais je pleurais, mais j'étais ridicule. À la fin du livre, je me suis mis à éclater en sanglots, en tout cas, et je ne pouvais pas me dire, je vais arrêter ce livre, et chaque page que je tournais, je pleurais encore plus, parce que je me dis, bientôt, je vais quitter cette famille, quoi. Voilà. Ok. Et ça, alors moi, c'est un truc que j'adorerais faire ressentir au lecteur aussi, ça. Est-ce que t'as un souvenir, je sais pas si t'en lis beaucoup, mais est-ce que t'as un souvenir d'un roman qui serait pour toi la plus belle histoire d'amour, le plus beau roman d'amour? Bon, si on me dit le plus beau roman d'amour, moi, je dirais Le Maître et Marguerite. Ouais. Cette histoire entre deux est magnifique. Après, j'aurais pu citer Belle du Seigneur, mais pour moi, c'est l'inverse d'un roman d'amour. Mais en même temps, mais ça parle d'amour. Voilà. L'éducation sentimentale aussi, c'est une histoire d'amour avortée qui ne va jamais s'accomplir, mais ça montre à quel point l'amour peut nous détruire aussi, d'une certaine façon, et nous faire passer à côté de l'essentiel. En tout cas, pas que ça, mais dans ce livre-là, c'est un personnage qui passe à côté de sa vie de façon assez incroyable, et moi, ça me parle. Évidemment beaucoup. Alors tu les cornes pas, t'écris pas et tout, mais est-ce qu'il y a des phrases ou des passages de livres que t'as lus que tu connais par cœur ou des citations qui t'accompagnent? En ce moment, je dirais, il y a une citation de Céline dans Voyage au bout de la nuit, quand il dit « Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue, les motifs viennent tout seuls. » Voilà. Et je pense que c'est très parlant sur les racines du mal et la haine et la façon dont, en fait, c'est tellement facile de trouver un bouc émissaire et de se focaliser dessus. Je lis de la poésie classique. J'adore le Tréamont, j'adore Rimbaud. Ouais, ces univers-là. Voilà, le Baudelaire. Après, je lis pas de poésie traduite. Moi, j'adorais lire. Je lisais Eliot à un moment. Je lisais, mais tout c'est Neruda, tout ça. Mais j'ai du mal à d'imaginer qu'on peut traduire. On peut pas traduire de la poésie. Donc, il faut que ce soit forcément français. Et donc, évidemment, c'est plutôt cette poésie du 19e. J'ai une question assez terrible pour la fin de cet entretien. Ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Les moments où j'écris pas, je me sens mal. En fait, je sens j'ai du mal à respirer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, de plus lire, j'arrive pas. Je crois qu'à la limite, je préférais encore ne plus écrire. Ah, ne plus écrire. Ouais. Que plus lire. Ouais, parce que ça me couperait tellement de plein de choses en même temps. Donc si vraiment il y a un choix, enfin, le fait de plus pouvoir lire du tout, c'est vrai que... Mais c'est vraiment de justesse, parce que vraiment, ne plus pouvoir écrire, mais c'est un cauchemar. Ouais. Est-ce que, alors tu as rencontré James Ellroy, et puis tu as beaucoup d'écrivains et d'auteurs forcément, puisque c'est ton univers maintenant, est-ce que parmi les auteurs du passé, un en particulier que tu aurais aimé rencontrer? Après, est-ce qu'on a envie de rencontrer des gens qu'on admire? Je sais absolument que si j'avais rencontré Marguerite Yourcenar, je l'aimerais encore plus. Voilà, je pense que Marguerite Yourcenar, qui est pour moi un sommet absolu dans la littérature, moi quand j'ai lu Alexis ou Le Traité de 20 combats, son premier roman, ça a été un coup de foudre à chaque phrase. Okay. Voilà, je me suis dit, mais à chaque phrase, et sachant que c'est son premier livre, une lettre qu'un jeune homme écrit à sa femme pour lui dire qu'il va la quitter, parce qu'il c'est homosexuel, mais il peut pas le dire. Évidemment, c'est sublimissime, et je pense que humainement Marguerite Yourcenar devait être une personne absolument incroyable. Et vraiment, alors elle l'a rencontrée. Sinon, évidemment, Dostoïevski. Si on part mais Dostoïevski, je pense qu'il était c'est l'inverse. C'était quelqu'un d'assez affreux, mais voilà, moi ça m'empêche pas j'aime bien aussi rencontrer des gens comme ça. La particularité de ces podcasts, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir qu'elle sera pour toi. C'est une question à l'inconnu. C'est Baptiste Fillon, normand également, que j'ai rencontré et qui te pose la question suivante. Est-ce que la littérature est une chose sérieuse? Alors j'ai envie de répondre, la littérature est une chose qu'on doit prendre sérieusement, mais qui ne doit pas être sérieuse. Ce que j'aime dans la littérature, c'est qu'elle ce sont ces livres qui s'adressent à tout le monde. C'est sérieux dans le sens où c'est un art, c'est quelque chose qui permet de continuer à vivre, qui permet de vivre 1000 vies, qui nous enseigne des choses. Mais en même temps, je déteste les auteurs qui se prennent trop au sérieux, qui se mettent dans la position du grand écrivain, qui pensent que la littérature était un art élitiste. Je sais pas si c'est ça la question finalement, mais ça me fait penser à ça. C'est de me dire que j'aime la littérature populaire, la littérature qui s'intéresse à tout le monde. Et donc, je pense qu'on doit la prendre sérieusement parce que la littérature étant toujours en danger, et c'est pour moi vital que la littérature reste. Donc c'est une chose sérieuse, mais qui ne doit pas se prendre au sérieux, ça, voilà, je voudrais dire. C'est super, ouais. Je lui ferai part de ta réponse, merci. Bon. Et à ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi, sans savoir qui il ou elle sera. Ok, et tu me diras après qui c'est? À la fin de l'enregistrement, si tu veux, je te dirai. Est-ce que l'écriture, le fait d'écrire va être complètement remplacé par l'intelligence artificielle? Et donc, si l'écrit disparaît, quel sera notre rapport au texte écrit si nous-mêmes on n'écrit plus?
Intéressant. Eh ben écoute, on lui posera la question et on te fera part de sa réponse. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou d'autres dont tu m'as pas parlé, il y en a un dont tu me conseilles la lecture à moi personnellement en me disant si tu n'as pas lu ce livre-là, vraiment, tu rates quelque chose. Ah, là, il faudrait que je connaisse un peu tes goûts. C'est pas grave. Ah bah tiens. Écoute, parce que comme on est en... Alors, mon dernier énorme coup de cœur, c'est le Quinconce de Charles Palitzer, donc qui est chez Libretto. Et, Plusieurs tomes, donc. Alors, en anglais, il y a qu'un seul tome, mais le livre est énorme. Et c'est 5 tomes. Et en fait, si vous aimez le roman victorien anglais, c'est un auteur donc du XXe siècle, et le livre est sorti en 90, je crois, et qui fait à la fois une parodie du roman victorien, une parodie mais pas ironique, une parodie, une recréation du roman victorien avec des thématiques et avec une forme du roman postmoderne. Donc ça veut dire que c'est un roman victorien comme il n'aurait jamais pu être écrit parce qu'il va beaucoup plus loin. Je peux ? Ouais. Il va beaucoup plus loin dans certains thèmes qui auraient été complètement impossibles à traiter à l'époque au niveau de la noirceur, enfin au niveau à plein de niveaux, au niveau de la construction parce que c'est un livre plein de mystères qui n'explique pas forcément toujours les choses et on suit un enfant qui vit avec sa mère et qui en fait eux sont héritiers d'une grande fortune, sauf qu'il y a un codicile qu'il faut qu'ils retrouvent pour pouvoir le prouver. Ils vont être poursuivis à travers Londres. Il y a un portrait de Londres absolument génial et on a l'impression de lire un très grand roman de Dickens ou de Wilkie Collins. En même temps c'est un roman qui défie complètement les normes du roman victorien, donc ça crée un objet hybride. Okay. À la fois un roman très contemporain, en même temps très très fidèle à ce qu'était le roman victorien de l'époque. Je suis passée à côté. Oh, mais c'est génial. C'est vraiment, j'ai lu ça, mais j'ai lu les 5 tomes à la suite, tout de suite. Enfin, et c'est merveilleux, quoi. La description de Londres de l'époque. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Bah de rien. Tout ce temps, c'était super. Je parle toujours un peu vite. J'espère que ça. C'était le podcast des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Jérémy Fell. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent et faites-nous vos retours. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.